Fofana. En 1967. Cette conférence qui va se dérouler tout à l'heure va surtout nous amener au plan culturel de la route de la soie. Mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités, soyez donc remerciés pour votre présence massive à cette cérémonie, que dis-je, à cette conférence, dont l'objectif principal est de faire en sorte que, comme nous l'apprend le président Félix Houphouët-Boigny, on ne copie pas les exemples, parce qu'il y a des bons et des mauvais exemples, mais on copie des modèles. Ces modèles que nous vous proposons aujourd'hui sont l'œuvre de la fondation, pour ne pas dire de l'association, pour la sauvegarde et la promotion de la pensée El Hadji Boubacar Gambi Sako, qui a eu l'ingénieuse idée, en partenariat avec la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, de nous inviter à travers le thème « Les nouvelles routes de la soie, opportunités pour l'Afrique, cas de la Côte d'Ivoire ». Ceux qui sont appelés à nous entretenir, je voudrais citer ici le professeur Pierre-Marie Fayard, que je demande d'applaudir. Cet homme, malgré la couleur de sa peau, est un Africain. Il est né à Dakar le 9 avril 1941. 51, merci. C'est 51, vous voyez, il disait, on peut se tromper, mais il faut se garder de tromper les autres. De l'université de Poitiers, ce que j'ai écouté à travers les portes, c'est que c'est à Poitiers qu'est né le premier institut Confucius. Il est docteur en sciences de l'information. Il est polyglotte. Il parle plusieurs langues. L'anglais, l'espagnol, le portugais et bien sûr le français, sa langue maternelle. Actuellement professeur émérite, il poursuit ses recherches sur l'intelligence culturelle de la stratégie. Et il est consultant et enseigne dans plusieurs universités au Brésil. Il est auteur de plusieurs ouvrages, dont le best-seller « Comprendre et appliquer Sun Tzu ». Il va nous entretenir sur l'aperçu culturel et stratégique des nouvelles routes de la soie. Ça mérite encore une applaudissement. L'autre, Sébastien Périmoni. Il est certes jeune, mais ne dit-on pas que la valeur n'attend point le nombre des années et que c'est au bout de la vieille corde qu'on tisse la nouvelle. Il a aussi beaucoup d'expérience, mais il m'a tout simplement dit, mon ami, dis simplement que je suis responsable du bureau Afrique de l'Institut Schiller. Il est rédacteur du site Voir l'Afrique avec les yeux du futur.
On comprend bien que c'était un monsieur qui ne développe pas l'afro-pessimisme, mais plutôt l'afro-optimisme. Il va nous entretenir ici sur les nouvelles routes de la soie et l'Afrique. Voilà, mesdames et messieurs, présenter pour vous les conférenciers. Et même si je suis le maître de cérémonie, je ne suis pas le maître des lieux. À ce titre, je voudrais humblement demander à mon maître, à mon grand maître, le professeur Jean-Noël Leroux, secrétaire général de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, de bien vouloir. Monsieur le Président de l'Association pour la sauvegarde et la promotion de la pensée d'El Hadj Boubacar Gambi Sako, Monsieur le Directeur de l'Institut Confucius de Côte d'Ivoire, professeur Liu, Messieurs les professeurs, Sébastien Périmoni, Pierre Fayard, Joseph Kobiabo, chers élèves et étudiants, honorables invités, mesdames, messieurs, c'est toujours un grand honneur et un plaisir renouvelé pour la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix d'accueillir de grandes conférences et d'éminents conférenciers. Pour son illustre donateur, Félix Houphouët-Boigny, cette fondation a pour vocation d'accueillir et rassembler les hommes et les femmes épris de paix. Elle est un centre de rencontre, d'échange, de dialogue et de fraternité humaine. Bienvenue à tous. Je voudrais saluer et remercier chaleureusement les responsables de l'Association pour la sauvegarde et la promotion de la pensée d'El Hadj Boubacar Gambi Sako, au premier rang desquels M. Boubacar Fofana, pour la belle initiative qu'ils ont eue de consacrer toute une matinée à la célébration de l'amitié et de la coopération entre la Chine et la Côte d'Ivoire. J'aimerais qu'on les applaudisse. El Hadj Boubacar Sako était un érudit, un homme de foi, un homme de réflexion et de conviction, un ami de Félix Houphouët-Boigny. J'exprime toute ma gratitude au directeur de l'Institut Confucius de Côte d'Ivoire, qui contribue à faire connaître et apprécier la langue et la culture chinoise. Je remercie les éminents conférenciers qui vont s'exprimer tout à l'heure. Sébastien Périmoni, Pierre Fayard, Joseph Kobiabo, Liu Shen. Je voudrais féliciter pour leur mobilisation les élèves et étudiants, nombreux dans cette salle. Je souhaite que vous applaudissiez. C'est vous qui construirez l'avenir de la Côte d'Ivoire par votre travail acharné, par la maîtrise de la science, de la technique et de la technologie qui contribuent si puissamment au progrès des nations. Mesdames, Messieurs, sur les relations de la Chine et de l'Afrique, je voudrais vous relater un fait historique qui peut éclairer notre présent. Le 2 février 421, soit il y a près de 600 ans, la Chine inaugurait la cité interdite, vaste cité impériale qui existe toujours. À cette occasion, la Chine, qui était à la tête du monde civilisé, convia à Pékin les pays civilisés, selon son appréciation. Alors que l'Europe était exclue, l'Afrique était représentée par l'Afrique de l'Est, avec des invités de Mogadiscio, Malindi, Mombasa. Les invités venus d'Afrique, d'Asie et du Moyen-Orient furent ramenés chez eux par une armada
aux ordres de l'amiral Zheng He, qui devait aussi mener des expéditions maritimes pour promouvoir le commerce et l'influence chinoise dans ces régions du monde. Je tire de cette histoire 3 leçons qui éclairent le projet actuel des nouvelles routes de la soie ou encore initiative Route et Ceinture, Belt and Road, lancée en 2013 par le président Xi Jinping et le gouvernement chinois. La première leçon concerne l'importance du facteur culturel. On a réuni les pays ayant atteint un degré certain de développement culturel. Une communauté de destin partagé suppose la reconnaissance des divers héritages culturels pour aller à l'harmonie universelle. La deuxième leçon concerne les voies de communication maritime, ferroviaire et routière pour le développement des échanges économiques et commerciaux entre les nations. Comme il y a 6 siècles, les nouvelles routes de la soie vont relier la Chine à l'Afrique de l'Est et la Méditerranée par la mer, la Chine à l'Europe via l'Asie centrale et le Moyen-Orient. La troisième leçon enfin, c'est l'importance de la coopération entre les nations dans un monde globalisé sur la base de l'égalité, de l'équité et de la solidarité. Alors, un tel projet ne peut qu'être profitable à des nations comme les nôtres, en voie de développement ou d'émergence. Instruisons-nous sur la voie chinoise de développement, tirons tout le profit possible des opportunités offertes par les nouvelles routes de la soie. Nous avons tout à gagner. Il nous faut appréhender les problèmes de développement de manière globale et relever ensemble le défi du développement partagé et durable. Alors oui, nous pourrions bâtir un monde nouveau, un monde du dialogue, de la coopération, de la solidarité et donc de la paix. Je vous remercie. Merci. Merci. Monsieur le secrétaire général de la Fondation, M. Jean-Noël Loukou, nous a fait l'honneur d'inviter cette conférence. Je remercie aussi la mobilisation et tout l'intérêt qui porte à ce projet que nous avons initié. J'en profite pour remercier le directeur général de l'INPHB, grâce auquel vous êtes ici nombreux présents, le gouverneur de la ville de Yamoussoukro, tous les conférenciers, tous les invités en haut rang, grade et qualité. Je ne serai pas long, c'est juste pour présenter brièvement l'association qui porte le nom de notre patriarche, notre grand-père, Elhadj Boubacar Gambi Sako, comme l'a si bien dit le professeur, qui était un patriarche, qui se présentait comme soudanais de naissance, ivoirien d'adoption et français de goût. M. Elhadj Boubacar Gambi Sako a longtemps œuvré pour le rapprochement entre les hommes, les cultures, les civilisations, surtout par l'éducation, par le livre et par l'oralité. Et c'est le sens que nous avons voulu donner à sa compréhension du monde en initiant cette conférence pour nous faire connaître ce peuple qu'on appelle la Chine, qui est loin et qui est à la fois proche, qui a eu à apporter au monde des innovations majeures qui ont révolutionné les rapports entre les hommes. Et d'où notre initiative, je le répète, vous avez lancé cette conférence pour présenter ce qui, à notre sens, est le projet le plus ambitieux de l'histoire après le plan Marshall. Et ce projet va être présenté par M. Sébastien Périmoni, qui s'appelle Les nouvelles routes de la soie, présenté à l'Afrique, cas de la Côte d'Ivoire. Je ne serai pas plus long, parce qu'on n'a pas commencé comme on. Et pour terminer, je souhaiterais
On a une petite pensée en la mémoire d'une de nos représentantes de notre association, de deux présentes, notre marraine et notre mère, qui malheureusement devait être présente ce jour et qui malheureusement ont disparu cette année. J'ai nommé Mme Joba Sako Fofana et notre marraine, Mme Ndei Kibo Tia. Je vous remercie encore une fois pour votre présence. Nous allons continuer la conférence. Messieurs les experts, chers amis, les étudiants, les élèves, c'est une grande occasion pour moi à exprimer d'abord la pensée chinoise. Et puis, à travers la pensée chinoise, la Chine commence à se développer comme aujourd'hui une deuxième puissance du monde. Chacun a sa souveraineté, a son indépendance, n'est-ce pas? Et puis, dans cette équité, également, on établit en Chine, il y a à peu près plus de 5000 ans, on établit un tableau précis. Entre les noirs et les blancs, ce sont les deux forces, ou bien deux énergies. L'équité, dans l'équité, on voit, dans le noir, il y a blanc. Dans le blanc, il y a noir. C'est-à-dire, on se respecte, on se partage le bénéfice. N'est-ce pas? Et puis, l'équité, ce n'est pas égalité. L'importance, c'est chacun a son sens de gagner, son sens d'acquis. Aujourd'hui, traduit dans le développement économique, c'est gagnant-gagnant. C'est gagnant mutuellement. Et puis, il n'y a pas d'intervention sur le terrain, sur la politique. Alors, vous comprenez aujourd'hui pourquoi la Chine, aujourd'hui, il a une politique de président. La politique de la Chine, c'est nous interventionnisme. Tout vient de la source. Voilà, ça vient de la culture millénaire. Voilà. Je vous donne à titre d'exemple, l'écriture chinoise, c'était écrit en pinceau à l'époque. Vous connaissez la Chine, c'est une photo que j'ai prise à l'eau, dans un musée, pour exprimer l'empire du milieu, souvent utilisé par les journalistes. Mais c'est une faute. La Chine, on l'appelle en chinois Zhongguo, mais Zhou c'est tout. Je dois dire d'abord, Guo c'est pays, comme Burkina Faso, c'est Faso. Alors, le Zhou, ça veut dire quoi? Zhou, c'est équité, c'est juste le milieu. En tout cas, c'est tout proche du dessin précis, n'est-ce pas? C'est similaire. Regarde, c'est écrit comme ça. Les caractères chinois sont de façon figurative. Ça symbolise le chrétien, symbolise la pensée chinoise dans l'équité. C'est dans l'équité qu'on retrouve l'équilibre de la pensée, de la vie, dans l'économie, même chose. Voilà. C'est un dessin que j'ai téléchargé à partir de Facebook. Vous avez vu, vous savez la différence, n'est-ce pas? Équité, c'est pour tout le monde. C'est une vision globale que les Chinois disposaient à partir de ces livres millénaires. Et puis, c'est pourquoi on dit que la pensée chinoise sont dynamiques. On change toujours.
puisqu'on change avec la situation, quand la situation changeait, le regard doit changer également avec la situation. C'est dans l'équité, c'est dans l'équité, tout le monde se retrouve à sa place. Voilà, je vous ai expliqué. Dans le premier livre chinois sans écriture, imprimé par Lin Gubei, c'était bien précisé, c'est une évolution. Dans l'évolution, chacun doit trouver sa place. Et puis rester à progression. Sinon, problème. Hein? Dans l'évolution, il faut bien gérer entre le bien et le mal. Ils sont ensemble. Imprimés par le premier dessin, ils sont ensemble, le bien et le mal. Il y a l'équité entre le bien et le mal également. S'il y a l'équité, l'homme ou bien les choses-là, ou bien l'État, l'organisation, ne dépense plus d'énergie. Puisque l'énergie pour tout le monde, c'est limité. Il faut savoir garder l'énergie pour les choses utiles, pour une longévité au point de vue économique, pour un développement durable. C'est dans la paix qu'on se retrouve durable. Si aujourd'hui la Chine se développe rapidement et puis prend une politique unilatérale, la fortune toujours restée en Chine. Les autres pays n'ont rien à manger. Ce n'est pas une bonne solution. Et également, si les autres pays ont la famine, ils ont la guerre, également la Chine ne peut pas se développer dans un plan durable. Un développement durable, c'est également une vision globale pour tous les pays du monde. Chacun trouver sa bénéfice pour les garder, pour vivre en paix. Voilà. Et aujourd'hui, dans le plan de la nouvelle route de la soie, c'est une forme de réforme chinoise. Après l'échoué de la Chine dans le marché financier, vous savez, l'argent qu'on a gagné dans la démocratie économique, on met soit à la banque, soit dans le financement, investissement, n'est-ce pas? Dans la banque, à la réserve américaine, vous savez, avec le taux de change, on ne retrouve plus l'argent. Mais pourquoi pas en utiliser dans la matière de financement? C'est également dans la transformation, dans l'évolution de la culture chinoise. C'est précisé également dans le livre sans écriture. Il faut changer avec le temps, à aider les pays dont on a besoin. Il s'agit non seulement de l'Afrique, également en France, aux pays européens, où on prend la politique de la route de la soie. La route de la soie est une politique de financement de la Chine pour tous les pays dont on a besoin. Et puis, à partir de ça, vous allez comprendre. La route de la soie, c'est un projet de financement construit à la demande des pays participants. Il y a 4 activités. C'est interconnectivité politique, interconnectivité commerciale, interconnectivité financière, interconnectivité des peuples. Et puis, c'est interconnectivité politique évoquée, ce n'est pas une intervention. Puisque dans la pensée chinoise, on n'a jamais fait intervention. Même dans la politique diplomatique, on manque d'intervention. La politique interconnectivité, ça veut dire consultation ensemble entre les différents pays. Avant le projet,
pendant le projet et après le projet, c'est-à-dire gérer ensemble. Et puis, après gérer, il y a encore le travail, les travaux. Pendant les travaux, nous travaillons ensemble pour gérer la question, pour gérer le conflit. Et puis, enfin, ça pour gérer tout ça, les principes, déjà en consultation avec les autres pays participants. Récemment, sur la dernière conférence, le sommet en Chine, on a évoqué le multilatéralisme. Le projet, c'était initiative, c'était en Chine, mais la coopération, c'est ensemble. On travaille ensemble. L'argent est là, on travaille ensemble. C'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Voilà. Et puis, on dit souvent en ligne, si vous cherchez, la Chine est un pays philosophe. J'ai utilisé le livre de chaque ami à travers la France, Fayard. Il a écrit un livre, L'art de la guerre, de nos ancêtres seuls. Mais cependant, j'ai écrit un autre livre, Trao de Chine. C'est un autre livre, le premier penseur chinois. Ça, on peut faire une comparaison pour dire que depuis l'Antiquité, les empereurs ou les rois chinois utilisent souvent les pensées ancêtres. Même aujourd'hui, vous savez, nous avons pensé Xi Jinping, pensée du président Xi Jinping. C'était inscrit dans la constitution chinoise. Félix Houphouët-Boigny, il a bien anticipé l'évolution du monde. Anticiper la culture dans l'économie. C'est dans cet esprit inclusif, global, équitable. La Chine pratique un développement économique équitable pour partager le destin avec tout le reste du pays. Puisqu'il voit dans sa vision, c'est le développement durable en paix qui peut nous donner encore de chances à continuer à se développer. Voilà. Vous trouvez ça, c'est une boucle de la Chine. Non seulement en fonction de divinatoire, mais la prise de décision pour juger les choses-là, pour calculer, c'est un guide pour la vie, pour le travail, pour les activités culturelles également, si on fait recherche plus profonde. Voilà. Vous connaissez également, nous avons 5 éléments. C'est l'eau, le bois, le feu, la terre et le métal. Depuis la première photo, au milieu c'est le 2. D'après selon nous, nos ancêtres, si c'est complet, c'est vide ou dedans, c'est 0. C'est 0 dans le vide, dans le temps, dans une référence. Si on dit 2, c'est comme ça, très chic. C'est une confrontation entre le bien et le mal. Et puis nous avons 3. C'est le 3 qui fait naissance de tous les êtres. Enfin, c'est un état un peu plus avancé. Aujourd'hui, pour l'homme, nous avons beaucoup d'émotions, beaucoup de soucis, etc. La médecine chinoise a également utilisé les 5 éléments pour diagnostiquer, pour consolider, pour soigner. C'est pour cela qu'on dit la médecine chinoise comme médecine philosophique.
dans l'économie chinoise également, ça vient de la philosophie chinoise. On ne peut pas appliquer toute l'économie chinoise à partir de telle théorie économique occidentale. Il a sa source. Comme les Ivoiriens, vous avez votre source au village. On ne peut pas quitter le village pour juger les Ivoiriens. Même l'alimentation pour vous, c'est tout à fait différent. Il faut juger la Chine d'après son contexte. Il faut appliquer également dans les formations, dans le massage, dans toutes les activités chinoises. Aujourd'hui, il faut considérer les 5 éléments dans la pratique. Même le taekwondo que le professeur Faya a pratiqué, si on ne connaît pas les 5 éléments, les mouvements, précisément, ce sont des mouvements gymnastiques, sans effet médical. Les mouvements chinois, même les armations, ce ne sont pas pour frapper, mais c'est pour se fortifier et se soigner la santé. La Chine n'a pas une habitude d'attaquer d'autres pays, mais nous sommes été colonisés par une dizaine de pays à l'époque. C'est pour cela, quand je raconte l'histoire de l'ancienne route de la soie par maritime, le bateau de la Chine a une grande taille que les Européens, mais c'est une voie pacifique, commerciale. Quand quelqu'un dit c'est une voie diplomatique, oui, c'est envoyé, autorisé par l'empereur. Sans autorisation, on ne va pas sortir. Mais la mission, c'était commercial, tout à fait pacifique. Si vous avez regardé l'exposition, nous avons pour le canon, c'était équiper les dames, mais jamais fait la guerre. C'est pour la défense. La Chine n'est pas un pays pour attaquer les autres pays. C'est un pays tout de défense. Nous avons colonisé par tellement de pays. Et puis nous avons une guerre de 8 ans avec les Japonais. Voilà, ça, j'ai mis une photo d'Assimi, je pense. C'est une confrontation entre l'eau et la terre. Ça y est précisé également dans les 7 éléments. Comment gérer ça? Pour le moment, il se calme. Quand il y a une inondation, on fait comment? Il y a 7000 ans, l'empereur chinois à l'époque, il a réuni à gérer, à évacuer l'inondation. À l'époque, il y a plein d'inondations au monde. Mais dans la théorie, entre les 5 éléments, on a précisé, c'est la terre. C'est la terre contre l'eau envahie. Mais il n'arrive pas à empêcher à travers la construction des digues. Enfin, il a bien réfléchi, il a crevé des canals sur la terre également. Et puis, comme ça, pour protéger le pays. Ça veut dire également, c'est dans l'évolution qu'on retrouve la paix. Voilà. C'est le livre que j'ai écrit, mais aussi quelques. Quoi? C'est-à-dire les pays batailles, même les batailles entre rois, les cris de coq, de chiens s'entendent, mais de toute la vie, comme les étrangers à comprendre la Chine. N'est-ce pas? Dans l'Antiquité, on se communique à travers l'esprit, même non plus. Il faut s'entendre. La parole, la bouche, quand on ouvre la bouche, c'est la misère pour le monde, pour le moment évident, qui renforce un développement durable face au monde de la démocratie et l'économie libérale. La différence, je vous ai indiqué. L'équité n'est jamais dans une équation de jeu de somme, mais pour construire un destin commun. Ensemble,
il n'y a pas de valeur. Et puis enfin, à notre ça, il a bien précisé, il ne pas jamais soir le cas du soir, je prends. Faut pas prendre une politique unilatérale. Nous sommes toujours ensemble. Voilà, merci. Nous a donné ce matin de changer sur une thématique pour première fois importante. Et j'espère qu'à la sortie de ces échanges, vous serez les futurs ambassadeurs de la soie. Vous pourrez expliquer à vos amis qui ne sont pas là ce matin ce que c'est que la route de la soie. Vous pourrez expliquer à vos parents ce que c'est que la route de la soie. En un mot, vous allez permettre aux uns aux autres de comprendre cette grande idée, ce grand projet initié par la Chine. Alors, à ma droite, vous avez donc M. Sébastien, qui aura 45 minutes pour vous exposer sur la route de la soie. À ma gauche, vous avez le grand professeur émérite des universités. Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de lui, vous avez l'occasion d'aller sur Google, vous mettez son nom simplement, vous allez voir que vous avez une chance unique de l'avoir aujourd'hui avec vous. Il a beaucoup écrit, il a animé énormément de conférences et vous pouvez télécharger ces conférences et je vous assure que c'est vraiment un ensemble de connaissances que vous allez avoir. Et ce matin, nous aurons donc l'occasion également d'échanger avec lui. Lui aussi, il aura 45 minutes. Alors, sans plus tarder, nous allons d'abord dans un premier temps passer la parole à M. Sébastien, qui va donc nous entretenir sur cette question pendant 45 minutes chrono. Sébastien, vous avez la parole. Alors bonjour à tous, c'est un grand honneur pour moi de parler devant vous aujourd'hui parce que je pense que comme dans toutes les époques, la jeunesse, c'est l'avenir du monde. Et aussi c'est ma première fois ici en Côte d'Ivoire, donc je suis très très heureux de découvrir votre beau pays. Et je commencerai évidemment par des mots d'usage, mais sincères, à l'endroit de M. Boubacar Fofana, donc de l'Association pour la promotion et la sauvegarde de la pensée de M. El Hadj Boubacar Gambi Sako. Remercier évidemment la Fondation Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, car comme je vais le montrer aujourd'hui, vous allez voir que l'Institut Schiller que je représente est dans cette même démarche. Et remercier évidemment l'Institut National Polytechnique Houphouët-Boigny et votre présence à tous ici aujourd'hui. Très content de parler devant vous. Pourquoi? Parce que je pense que Yamoussoukro et l'Institut National Polytechnique peut et doit devenir la capitale scientifique de l'Afrique de l'Ouest. Pourquoi? Parce que vous êtes une institution unique ici, de scientifiques, de chercheurs, d'ingénieurs, et que dans les temps qui viennent, avec les nouvelles routes de la soie et le développement qui va arriver en Afrique, vous allez être les piliers de ce développement. Alors moi je viens parler au nom de l'Institut Schiller, j'imagine que très peu d'entre vous en ont entendu parler. Vous parlez donc du projet des routes de la soie, donc vous déjà voir une première carte, c'est un projet gigantesque, et qui était présente au forum initié par Xi Jinping, donc il y a 2 semaines, au forum du dialogue des civilisations, donc qui a lieu à Beijing. Nous sommes probablement la génération vers laquelle les générations futures se tourneront en disant « Comme c'était une époque fascinante », car il s'agissait d'un passage d'une ère à une autre. Le changement que nous vivons aujourd'hui sera sans doute plus important que le changement en Europe entre le Moyen-Âge et les temps modernes. La prochaine ère de l'humanité sera beaucoup plus créative que l'actuelle. Il est important de le concevoir, car nous allons pouvoir la façonner en apportant notre propre contribution créative. Et il n'y a pas beaucoup de périodes dans l'histoire où c'est le cas. Nous avons donc de la chance. Donc voilà le message qu'elle a fait passer à Beijing. Et évidemment, j'espère que vous vous rendez compte, vous qui êtes ici, de la chance que vous avez de pouvoir participer à ce changement d'époque, à ce qu'on appelle aujourd'hui un changement de paradigme global. Donc comme vous allez voir, les nouvelles routes de la soie, c'est une occasion unique, sans précédent, de mettre fin à des siècles de conflits,
à des siècles de guerre, de colonialisme, comme on les a connus au XXe siècle et avant. Les nouvelles routes de la soie, comme c'est publié dans notre rapport, je vous présente, c'est le rapport donc, des nouvelles routes de la soie qui a été publié en français, dont je présenterai après les détails, a un sous-titre qui est très important, qui s'appelle « Pour en finir avec la géopolitique ». C'est-à-dire cette politique où le gagnant rafle toute la mise, cette politique où on doit choisir son camp contre un autre, cette politique qui engendre depuis trop de temps des conflits. Et passer enfin, comme l'a rapporté le président de l'Institut Confucius, à une ère de développement mutuel, une ère de co-développement. Le nouveau nom de la paix, c'est le co-développement. Donc, on va revenir un petit peu sur l'histoire de ce projet. L'idée d'interconnecter les peuples, l'idée de faire un dialogue des cultures n'est pas nouvelle. Vous avez devant les yeux une carte qui date de 1890. Vous voyez déjà l'ensemble des projets pour relier, si vous regardez New York, à Lisbonne, par le train. C'est l'époque où il y a une révolution industrielle, une révolution transcontinentale, que la Russie a fait le transsibérien, et l'époque des hommes et des femmes rêvent de bâtir un monde où justement tout le monde sera relié pour le dialogue des cultures, le partage des connaissances et un destin partagé pour l'ensemble de l'humanité, comme le dit Xi Jinping aujourd'hui. Et vous voyez également en Afrique déjà l'idée d'une boucle qui ferait le tour du continent, voilà, et qui était déjà pensée à l'époque. Alors évidemment, comme vous le savez, la géopolitique a mis fin à ce projet avec 2 guerres mondiales, puis la guerre froide, et on doit repartir quasiment aujourd'hui presque de zéro. Donc c'est d'abord Monsieur Larouche et Madame Larouche, donc la présidente de l'Institut Schiller, qui dans les années 70 ont décidé de faire revivre ce projet. Ce qu'ils ont proposé, c'est la création d'une banque internationale de développement qui serait exclusivement consacrée au développement de ce type de projet d'infrastructure. Donc ça, c'était dans les années 75, et en 76, au sommet des pays non alignés, donc c'était au Sri Lanka, vous avez 85 pays qui justement refusaient de choisir leur camp. C'était l'idée de ne pas choisir un camp ou l'autre, mais de créer une banque de développement pour les pays du Sud. Ça représentait la moitié de l'humanité à l'époque. Vous avez cette conférence, et dans cette conférence, donc le Premier ministre du Sri Lanka a déclaré ceci, qui est très important aujourd'hui. Les pays en développement sont systématiquement privés de la valeur réelle de leur production par les aléas du marché international et les manipulations de la finance internationale. Les pays développés ont façonné le système financier international en fonction de leurs intérêts. Devenir un tel système. Un domaine de grande promesse serait la création d'une banque commerciale, une banque pour le tiers-monde, la banque de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique latine. Ce ne serait pas notre fonds de solidarité pour les non-alignés, mais une véritable banque commerciale et une véritable entreprise multinationale. Donc ça, c'était déclaré en 1967. En 1980, dans le cadre de l'Institut Schiller, a été proposé un plan complet d'industrialisation de l'Afrique. Donc 1980. Je vous passe rapidement. À l'époque, il y avait l'idée déjà de lutter contre la désertification du désert, et en particulier le lac Tchad, tout le monde connaît le problème. Il y avait également proposé dans ce rapport un bilan des chemins de fer qui étaient existants à l'époque. On voit bien le système colonial, c'est-à-dire que pour empêcher le commerce intra-africain, on avait juste des bateaux, des colons qui arrivaient sur le port, qui allaient un petit peu faire des trains dans le pays, qui repartaient avec la marchandise, si on peut s'exprimer ainsi. Donc voilà, c'était un développement très limité. Donc ce qui avait été proposé à l'époque, vous voyez aussi la Côte d'Ivoire était partie intégrante de ce projet, c'était justement de désenclaver, comme on dit, l'Afrique par des corridors de développement ferroviaire intérieur. Donc, en plusieurs phases, vous voyez petit à petit les phases qui se mettaient en place. Donc ça c'est 1980, déjà à l'époque, projet qui n'a pas été réalisé. Donc, savez-vous, on parlait de la banque précédemment, savez-vous quand la banque dont on parle ici en 1976 a été créée? En 2014.
38 ans plus tard. Ça s'appelle la Banque des BRICS, c'est-à-dire l'association entre le Brésil, la Russie, la Chine, l'Inde et l'Afrique du Sud. Donc une banque justement qui représente un pays d'Asie, un pays d'Afrique, un pays d'Amérique latine. 38 ans plus tard pour créer cette banque, pour permettre le développement des pays du Sud. À cette banque s'est ajoutée une autre banque, qui est la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures, qui est une banque pour financer l'ensemble de ces projets, et qui aujourd'hui a 97 nations qui y participent. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous, il n'y a pas la Côte d'Ivoire. Donc si les autorités m'entendent, je les invite à participer pour justement obtenir des fonds de financement pour le développement des infrastructures ici en Afrique. Donc cette bataille a continué pendant toutes les années 80. Je résume ici rapidement. Vous voyez ici par exemple Madame Larouche avec le président du Mexique en 1982, López Portillo qui était le président qui a la population de la dette des pays du Sud, qui n'a pas malheureusement abouti, mais pour lequel le combat a été mené. Ici avec Indira Gandhi, qui également est une grande défenseur de ce type de projet, et qui est malheureusement morte, assassinée en 1984. Donc l'Institut Schiller a parcouru le monde, rencontré tous les dirigeants, voire, ça c'est lors de sa création. Voilà, donc ça c'est la création de l'Institut Schiller en 1984. Donc qui dit nous, donc les représentants des peuples du monde, déclarons solennellement que tous les êtres solennellement participent la vie, la liberté, les conditions matérielles dignes de l'homme et le droit de se développer pleinement. Toutes les potentialités de leur intellect et de leur âme, par conséquent, un changement dans l'ordre monétaire économique est actuellement nécessaire et urgent pour établir la justice parmi les peuples. À partir de cette époque que l'Institut Schiller va commencer à promouvoir une nouvelle version du projet d'interconnexion qui a été développé dans les années 1890. Donc, qui va s'appeler dans un premier temps le pont terrestre eurasiatique. Donc, vous voyez, cette carte date de 1992. Vous avez déjà, ce qui est d'ores et déjà réalisé dans le cadre de l'initiative Une ceinture, une route, les routes de la soie, plusieurs corridors de développement qui vont relier la Chine, la Russie, l'Europe, les pays de l'Est. Donc, ça, c'est 1992. Ça, c'est le premier rapport qui a été publié en anglais. Donc ça, c'est 1997. C'est, comme vous pouvez voir le titre, « Les nouvelles routes de la soie, locomotive pour un développement économique mondial ». Donc ça, c'est 1997. Donc il faut être patient parfois. C'est une idée qui vient de très loin et qui aujourd'hui est simplement en train de s'appliquer. Donc, Madame Larouche a parcouru le monde pour proposer cette initiative. On peut la voir ici en Chine en 1998. Et vous pouvez voir ici que c'est marqué que c'est le début du pont terrestre eurasiatique, le Eurasian Land Bridge, qui en 1998 était présenté. Donc constamment, M. Larouche et Mme Larouche se sont battus pour trouver des solutions au problème. Donc ils ne se sont pas contentés de s'assurer l'échec dans l'inertie. Ils ont constamment cherché des solutions. Ça, c'est un message de cette banque qui a émergé en 2014. C'est l'histoire au XXe siècle du projet. Mais si vous voulez vraiment comprendre, et là je vais m'adresser surtout aux étudiants, aux futurs scientifiques, il va falloir comprendre quelques notions d'économie. C'est le changement, c'est la créativité, c'est ça le moteur de l'économie. L'économie aujourd'hui, pour la plupart du temps, on l'enseigne comme économiser de l'argent. On fait des économies, il faut faire des économies, voilà. Mais à la base, l'économie, elle est physique. L'économie, c'est l'économie de main-d'œuvre, c'est-à-dire de force musculaire par l'invention des machines. Je suis très content que monsieur m'ait offert ce livre sur l'histoire des techniques Baoulé, puisque c'est là où vous avez le cœur de l'économie. Vous économisez la force musculaire en inventant des machines-outils, vous économisez la nature en faisant des découvertes scientifiques et technologiques, et comme vous pouvez le voir sur ce graphique, c'est très lié à ce que M. Larouche a appelé le potentiel de densité démographique relative. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça paraît un nom un peu compliqué. Bon, la densité démographique, vous savez tout ce que c'est le nombre d'habitants sur 1 km². Elle est relative, parce que justement, toutes les surfaces terrestres ne sont pas les mêmes. On ne va pas faire la même chose dans un désert que dans une forêt tropicale. Mais la science de l'économie, c'est de décrire le potentiel pour augmenter la densité démographique relative.
augmenter le nombre de gens sur un territoire donné. Aujourd'hui, vous savez, il y a tout ce débat sur on est trop sur la planète. Ça, on entend un peu beaucoup, et on entend même souvent beaucoup de dire que c'est surtout en Afrique où il y a trop de gens, ce qui est totalement faux, puisque la densité est beaucoup moins importante ici. Donc, si on regarde sur ce graphique, l'économie, au sens réel du terme, c'est une branche de la science physique, c'est-à-dire c'est l'aboutissement de découvertes faites par des individus. Par exemple, vous voyez ici qu'on a une économie basée sur les énergies fossiles, ensuite le nucléaire, l'uranium, l'atome, et demain d'autres choses, la fusion thermonucléaire. Et à chaque étape, ce qui intervient, c'est ce que une personne ou un groupe de personnes a découvert, a fait une découverte dans un principe physique qui permet de faire passer la société d'un statut relativement inférieur à un niveau supérieur. Et vous augmentez ainsi justement le potentiel de densité démographique relatif qui permet de faire évoluer les sociétés. Et c'est pour ça que c'est très important de comprendre que vous êtes le cœur de l'économie. On entend beaucoup parler de développement durable, mais souvent on le présente comme la gestion de l'existant. Or, si on gère l'existant, on finit par s'épuiser. Parce qu'aucune ressource en soi n'est infinie. On finit par l'épuiser. Mais la vraie économie durable, et c'est le principe des routes de la soie, c'est le progrès scientifique et technologique continu. C'est ça qui permet de constamment avancer. Il n'y a pas un moment donné de l'histoire humaine où on va s'arrêter, on va dire l'histoire est finie, on va gérer les ressources, on va fixer un nombre de populations mondiales, et on va s'arrêter là. Donc ça n'arrivera jamais. Donc c'est pour ça qu'il faut comprendre que aujourd'hui vous êtes, vous, je dirais, les vrais économistes. C'est par vos découvertes, c'est parce que vous allez découvrir, c'est parce que vous allez appliquer sous forme de technologie que vous allez pouvoir augmenter justement ce potentiel. Alors je sais qu'aujourd'hui les stars dans le monde, c'est plutôt des gens comme Didier Drogba par exemple, des footballeurs, les grandes stars du coupé décalé si on va bien renseigner, hein, dont je ne ferai pas de démonstration ici bien entendu, mais il faudrait que vous vous mettiez dans la tête que les stars de demain, ce sera vous. Et ça peut paraître comme ça un petit peu dit de manière légère, mais vous avez un exemple très intéressant en France, qui s'appelle Thomas Pesquet. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui. C'est un jeune Français, ingénieur, sorti des grandes écoles comme la vôtre, qui est allé dans la Station Spatiale Internationale. Et donc tous les jours, il envoyait des photos, il faisait des rapports, il faisait des blagues. Et c'est devenu une star en France. Plus important que Macron ou Kylian Mbappé, enfin presque. Il y a encore des résistants qui s'accrochent au football. Mais ce qui était intéressant, c'est que c'est devenu une star, parce que la nature humaine, c'est la découverte. C'est de toujours briser les frontières. Et donc, beaucoup de jeunes se sont intéressés, se sont inscrits dans les écoles de physique, se sont inscrits dans les écoles comme l'Institut Polytechnique, etc. Et il y a eu un renouveau de l'esprit scientifique en France, parce que justement, ça a attiré les jeunes vers les connaissances et les frontières. Donc un deuxième concept qui est important à comprendre, c'est donc le leapfrog, comme on dit maintenant en anglais. C'est-à-dire que quand vous, justement, vous faites une découverte, quand l'un d'entre vous fait une découverte, vous augmentez du bois pour produire la même quantité de chaleur en bois ou en charbon, il faut beaucoup moins de matière. Vous voyez, on passe de 23 tonnes à 6 tonnes. Si on utilise le pétrole, il faut 30 barils, et ainsi de suite. La fusion, il faut 1 gramme. Mais ce qui est le paradoxe, c'est que la vraie économie, et plus on est capable de produire une énergie puissante. Et ça, c'est très intéressant, parce que c'est là le vrai concept, la notion de leapfrog, puisque à chaque fois, l'humanité peut faire un saut qualitatif, parce que vous ne ferez jamais décoller un avion avec des milliards de tonnes de bois. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire ce que va permettre l'économie du bois sera limité en termes de technologie. Par contre, si vous passez à une économie du pétrole ou des énergies fossiles, là, vous pouvez faire voler des avions. C'est-à-dire que vous changez même la nature de l'économie. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le flux de densité énergétique. C'est la capacité d'une matière à produire non seulement une énergie en quantité plus grande, mais aussi de réaliser des choses qui n'étaient pas possibles auparavant.
Donc voilà les vrais principes de l'économie. Je voulais prendre 2 minutes pour ça, parce que je pense qu'aujourd'hui on entend beaucoup de choses quand on enseigne l'économie. Quand on veut parler d'économie, on fait venir les experts du FMI, on fait venir les experts de la Banque mondiale, etc. Alors que moi, personnellement, je pense que quand on parle d'économie, on doit faire venir les promos de Polytechnique et les Thomas Pesquet et les scientifiques, qui sont le vrai moteur de l'économie. Donc ça, c'est une première chose. Venons-en au sujet qui vous intéresse, c'est-à-dire les nouvelles routes de la soie. Donc tout ça a commencé à prendre forme. Vous voyez le rapport qui a été publié en plusieurs langues. Donc ça a commencé à prendre forme avec l'annonce du président chinois Deng Xi en 2013, lorsqu'il a annoncé le lancement de l'initiative Une ceinture, une route depuis le Kazakhstan. Le premier forum pour l'initiative Une ceinture, une route a eu lieu en mai 2017. Donc Madame Larouche était présente à ce sommet et réunissait déjà 29 chefs d'État et de gouvernement et 1200 représentants de plus de 140 pays dans le monde. C'est les 3/4 de l'humanité qui se sont réunis lors du projet. Et ce n'est pas tant les perspectives gigantesques économiques permises par cette coopération gagnant-gagnant qui ont fondamentalement changé la situation stratégique mondiale, mais c'est aussi l'idée d'une communauté d'avenir partagée de l'humanité. Aujourd'hui, c'est plus de 150 pays et organisations internationales, dont l'Union africaine, qui ont signé des partenariats avec l'initiative Une ceinture, une route. C'est 90 milliards d'investissements dans le monde, et c'est 60 milliards pour l'Afrique qui ont été signés dans le cadre du sommet du FOCAC il y a 2 ans, justement pour lancer des grands projets. Comme le disait M. Boubacar Fofana, l'initiative Une ceinture, une route, c'est 12 fois le plan Marshall en termes de volume. Vous avez donc les fameux corridors que je montrais tout à l'heure. C'est les aéroports. Il y a aujourd'hui 1800 chantiers dans le monde de routes, de canaux, de lignes de chemin de fer, de ports, de zones industrielles qui ont été lancés depuis 2013 dans le cadre de l'initiative Une ceinture, une route. Et chose très importante, pour la première fois, la Banque mondiale vient de reconnaître que les pays qui participaient donc à l'initiative Une ceinture, une route pouvaient s'attendre à une augmentation de leur PIB de 3,35%. C'est-à-dire que c'est la richesse des infrastructures qui crée la richesse économique, et pas l'inverse. Et ça, c'est très important à comprendre. Donc, vous voyez ici l'ensemble des projets que je ne vais pas détailler. Donc, venons-en aux routes de la soie en Afrique. Vous avez ici l'avenir de notre continent devant les yeux, une partie, 63 de l'Union africaine, qui est l'idée de relier toutes les capitales africaines entre elles par des chemins de fer à grande vitesse. Abidjan. Donc ça, c'est l'agenda local, les universités, d'où l'importance de l'Institut national polytechnique ou Fouet-Boigny, pour la modernisation de l'industrie, le transfert de l'écologie, de technologie, la formation de techniciens et de cadres, et évidemment sans oublier la standardisation des équipements ferroviaires. Ce deuxième projet est très très important. J'ai eu la chance d'être au Nigeria l'an dernier pour le signer, pour participer à la signature et au lancement de ce projet. Donc c'est le projet Transaqua. Vous voyez ici le lac Tchad. Vous savez ces images où on voit ces gens se jeter dans la Méditerranée, ou ces images où on voit des Africains se faire esclavager en Libye, sont dues à ce problème lié au lac Tchad, puisque le désert avance. Et donc, le lac disparaît. Donc l'idée, c'est simplement de créer un canal depuis le bassin du Congo, justement, projet qui a été validé par les 5 chefs d'État qui sont riverains du lac ici, donc l'année dernière à Abuja. Donc l'idée, c'est de faire ce canal, parce qu'ici il y a beaucoup d'eau, d'orienter l'eau vers le fleuve Chari pour pouvoir petit à petit revitaliser le lac et développer une zone agro-industrielle ici pour en faire un poumon de vie comme c'était le cas à l'époque. Ça, c'est un des projets phares du rapport sur les nouvelles routes de la soie. Ça, c'est le projet pour la République démocratique du Congo, donc, qui est détaillé dans le rapport, qui est un projet de désenclavement complet donc, par le chemin de fer. Vous voyez ici toute une boucle qui fait 9500 km. Voilà, avec une boucle transversale ici qui passe par Kisangani, et qui, elle-même, permettra
de régler les problèmes nombreux qu'il y a dans cette région. Parce qu'il y a un truc qu'il faut vraiment, c'est pas la paix. Alors on signe des accords de paix, et des accords de paix, et des accords de paix. Et on ne prend pas le problème par le bon bout. C'est-à-dire qu'on n'aura pas la paix s'il n'y a pas le développement. Et ça, c'est très important à comprendre. Sinon, on se focalise exclusivement sur le problème. Et si vous, les jeunes, vous ne vous concentrez pas sur le développement, sur les solutions, sur ces projets, jamais vous n'aurez la paix. C'est le développement. La France et l'Allemagne, après la Seconde Guerre mondiale, ont fait un plan d'industrialisation mutuelle. On appelle ça la communauté du charbon et de l'acier, pour développer les industries en commun. Et sur cette base-là qu'on a bâti la paix. Sinon, l'accord de paix aurait été caduque, comme tant d'autres précédemment. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Vous devez vous concentrer sur les projets et les solutions. Ne laissez tomber les problèmes. Ça, c'est le message qu'on peut faire passer. Donc ça, c'est une des solutions. Ça, c'est pour la RDC, donc aménager l'ensemble du... On parle d'ailleurs, le président de la Banque africaine de développement vient d'annoncer le financement du pont entre Kinshasa et Brazzaville, qui est une très bonne nouvelle, et qui d'ailleurs est détaillée dans ce rapport, pour relier les deux capitales ici. Ici, vous avez tout le projet d'aménagement des eaux, qui est très important, pour faire un corridor maritime à l'intérieur des terres. On a parlé des routes de la soie maritime, on sait que le port de Mombasa, Dar es Salaam, Djibouti, etc. sont de plus en plus développés. Et là, c'est l'idée justement de connecter tout le bassin du Nil avec le bassin de la région des Grands Lacs. Donc, comme vous pouvez le voir ici, par des canaux, par différentes infrastructures, développement des chemins de fer ici, et d'industrialiser la région. Ça, c'est ce qui permettra également de mettre fin au conflit à l'est du Congo. Donc ça, c'est un des projets très importants. D'ailleurs, il sera présenté aux Nations Unies en septembre à New York par une association, enfin un mouvement qui a rédigé une partie de ce rapport sur la région des Grands Lacs. Vous voyez le potentiel de travail que vous avez, c'est énorme. Pour la région, vous avez également un projet qui est détaillé qui s'appelle la Grande Muraille Verte, dont on parle depuis la présidence de M. Abdoulaye Wade, qui était un de ceux qui avait essayé de lancer ce projet. Donc des nouvelles études ont été réalisées, des discussions sont en cours actuellement pour réaliser donc cette muraille verte de 7600 km de long, 15 km de large, pour justement endiguer le processus de désertification et recréer des oasis de vie dans la région. Ici, vous avez le delta du Niger. Donc ça, c'est un projet pour aménager le système potentiel, un grenier alimentaire, comme on dit, potentiel. Et des études avaient été réalisées justement par des écoles scientifiques déjà dans les années 80 pour faire de cette région le grenier alimentaire de l'Afrique de l'Ouest. Donc ça, c'est des projets qui ont également été mis à jour et qui sont détaillés dans le rapport. Voilà qui vous concerne plus directement. Je vous ai montré ce qu'il y a à faire, ce qui a déjà été réalisé. Voilà. Donc là, vous avez le premier train à grande vitesse qui a été inauguré en Éthiopie en octobre 2020. Et donc, ça remplace un trajet d'environ 7 jours par 10 heures. Vous imaginez le gain de temps que ça permet. Et ça, c'est un exemple qui est magnifique parce que il y a eu la guerre entre l'Érythrée et l'Éthiopie pendant des années. C'est des dizaines de milliers de morts. Et on a signé des accords de paix. Et à chaque fois, on les a bafoués. Donc, grâce à l'arrivée de l'initiative Une ceinture, une route, grâce au financement du train entre Djibouti et Addis Abeba, grâce à la création de zones industrielles aussi dans la région, le pays a fait un boom économique. C'est un des pays qui a la plus grosse croissance économique réelle, j'entends, donc scientifique. En Afrique. Et donc ça a permis justement de changer la mentalité des dirigeants. Et de se dire, bon, maintenant, on passe au développement, maintenant qu'on a les infrastructures, on fait des vrais accords de paix, des vraies frontières, on a redéveloppé les échanges commerciaux, redéveloppé les échanges, tous les échanges possibles finalement. Et donc c'est un bon exemple de ce que le développement infrastructurel, ce que le développement scientifique et technologique peut apporter à un pays. Ça, c'est pour ça que c'est un des plus beaux exemples, une des plus belles réussites, je pense, de l'initiative Une ceinture rouge. Vous avez également quelque chose qui a été réalisé pas très loin d'ici, c'est le train entre Abuja et Kaduna.
donc qui est assez court, qui va 187 km. Hein. Mais la chose qui est très intéressante, c'est qu'un autre problème géopolitique, vous le savez, c'est le terrorisme. Et le terrorisme au Nigeria est dans le nord. Et en fait, il n'y a que 10% des jeunes, finalement, qui vont dans le terrorisme pour des questions idéologiques. Ça, c'est les chiffres officiels. Et 90%, c'est souvent lié à la misère, au fait qu'on va leur donner de l'argent, qu'on va leur promettre des choses. Donc, quand le train a été développé vers Kaduna, il va être prolongé vers Kano, tout de suite, on a vu les jeunes revenir. Parce que ça a fait un boom économique dans la ville tellement important que finalement, les jeunes sont sortis du terrorisme pour venir ressaisir les opportunités dans la ville de Kano. Donc c'est aussi un autre moyen de montrer que le développement infrastructurel, scientifique et technologique est le seul facteur de paix réel, si on veut résoudre le problème. Donc ça, c'est pour ça que c'est un très bel exemple. Et vous avez le train Nairobi. En fait, il y a McKinsey qui a publié un rapport des lions et des dragons. Alors ça, je vous invite vraiment tous à le lire, il est disponible sur Internet. Et donc, dans ce rapport, ils vont battre en brèche un petit peu tous les a priori qu'on peut avoir sur les investissements chinois en Afrique. Parce qu'on dit il y a la dette, on dit ceci, c'est un nouveau colonialisme, enfin il y a beaucoup de choses qui sortent. Et donc dans ce rapport, ils donnent les chiffres précis. Et c'est très intéressant si on l'applique au cas du train qui a été fait entre Mombasa et Nairobi. C'est que sur ce train qui a été fait en 1000 jours, je ne sais pas si vous imaginez, le gouvernement est obligé de pousser les gens à se reposer. Parce que les gens ils voulaient tellement leur train tout de suite qu'ils étaient prêts à bosser jour et nuit. Donc c'était très intéressant comme phénomène. Et donc ce projet a permis la formation de 46 000 Kenyans sur la période de 1000 jours qui ont été embauchés pour le projet. Vous imaginez, il y a 37 stations sur le long du train, 37 stations d'arrêt. Donc ça fait un développement économique le long de la route. Il y a 18 ou 19 ponts qui ont été créés le long du chemin. Et sur ces 46 000 Kenyans qui ont été embauchés pour faire ce projet, plus de 60% ont été formés à des niveaux de cadre. Donc ça, c'est aussi très, très intéressant de voir que ce n'est pas simplement la Chine qui vient bâtir des infrastructures, mais c'est la Chine qui vient apporter son savoir-faire, échanger, pour pouvoir former aussi des gens qui n'ont pas eu accès à ce type de choses. Voilà votre mission. Si vous l'accomplissez, j'ai survolé pour venir et j'ai bien vu que c'était comme ça. Donc vous avez ce que sera l'Afrique en 2050 si vous bossez beaucoup, en 2063 si vous bossez moyennement, et en 2100 si vous êtes un peu lent, donc on verra. Donc voilà, et pour finir, parce qu'il me reste 5 minutes je pense, je vais passer la petite vidéo et je vais vous demander de faire un effort d'imagination. Et d'imaginer que ce que vous allez voir dans cette vidéo se passe ici en Côte d'Ivoire. The 480-kilometer Mombasa-Nairobi Standard Gauge Railway, running across the vastness of East Africa, has, with its construction, created over 46,000 jobs and contributes 1.5% to Kenya's annual economic growth. The railway will usher in a new era for Kenya and bring great changes to local people's lives. My name is Consilia Wire. I am 23 years old. I'm electrical engineer by profession. Standard Gauge Railway. These women were, through rigorous testing, selected. Tu Xin from Hubei province has worked as a supervising driver for over 10 years in China. Now, he spends his days teaching Consilia and her fellow trainees. Consilia 毕竟我们相处了那么长的时间，对他是有信心，但是还是很紧张。这安全是第一位的。Jospeter will erect the utility poles with the crane mounted on a truck
A pole is 15 meters long and weighs about 1.5 tons, which is almost as heavy as a small lorry. Safety is of paramount importance. Lift the pole, it was my first time, so it was very hard for me to lift like this, and it can be broken. Slow down, up, smaller. Okay. Precisely placing the pole at the designated point is another challenge for the team. The allowable variation between the designated positioning point and the actual one mustn't exceed 2 centimeters. We're done. Okay. And is responsible for human resource management and liaison work. 在那个马赛小开学季呢，给小朋友们送上一个全新的一个开学的礼物。 After 2 weeks, Yang Liang and his colleagues finished the construction of the new school, complete with 80 sets of desks and chairs. 这些桌椅做的也特别有故事啊！我们自己的那个木工自己亲自画图。Na kuna mahali ya kusoma na kuna nafasi. A 2-hour trip to school has now been cut to a mere 5 minutes. To improve the learning environment for children as much as possible, Chinese builders have also installed 1,100 meters of pipelines nearby the campus, as well as 2 water tanks, with a capacity of 10 cubic meters each. This way, villagers won't have to trek 5 kilometers for water during the dry season. At 11:10 a.m., the first passenger train leaves Mombasa, headed for Nairobi. Such a moment will never be forgotten. It means a lot, especially to Concelia, because she's worked so hard for this day. For 45 million Kenyans, the historic moment they've been waiting for has finally arrived. Just knowing that on the passenger coach back there you are driving the president, the whole of the country, the whole of Africa, they are looking upon you. It's an exciting feeling. "79 bridges and 33 stations have been built along the 480-kilometer-long railway. Nearly 3,000 Chinese and 46,000 Kenyans spent over 1,000 days, finally managing to transform." Je vais passer là-dessus et je voudrais arriver ici. Écoutez, moi je suis... C'est bon, je suis à combien? Ah, ça, dans le champ adverse, dans le camp adverse. Et puis, donc, c'est un art circulatoire, c'est-à-dire que les graines qui circulent ou les coquillages n'ont pas de propriétaire. Hein. C'est la circulation, et en fonction de ce qui arrive à la fin, on retire un potentiel, on retire de la richesse ou pas. Donc, ce que j'appelle une question qui m'interroge, c'est la stratégie, la sagesse stratégique du grenier, puisque au jeu d'Awele, il s'agit de se constituer des greniers, qui est un potentiel d'action. Seulement, ce grenier, il ne faut pas qu'il soit trop important. Hein. S'il est trop important, vous allez neutraliser votre propre jeu. Donc, il y a une limite à trouver. À la porte-pièce, mais je pense que vous avez beaucoup écouté, donc maintenant vous allez peut-être... Il estime que la stratégie est le fondement de toute action. Quelle que soit l'action que vous allez poser, s'il n'y a pas de stratégie, ce n'est pas évident que vous arrivez à vous faire, en tout cas, des fins heureuses. En prenant le cas de la Chine, il s'est posé la question de savoir comment comprendre la Chine
à partir de sa culture. Et dans le développement que j'ai eu à faire, j'ai retenu principalement deux idées qui collent très bien avec les routes de la soie, la route avec l'autre. Et les routes de la soie, c'est un projet chinois qui appelle la collaboration de tous les États. Donc, faire la stratégie avec l'autre, réaliser les routes de la soie en associant les autres États. Et ensuite, un autre élément, il a dit que c'est celui qui ne voit pas loin qui paye. Les routes de la soie, c'est un projet futuriste qui permet de voir très loin et donc de gagner. À travers également cette stratégie-là, on comprend donc pourquoi la Chine est de plus en plus présente un peu partout dans le monde. Et pour terminer, il dit que les routes de la soie deviennent une réalité à travers un plan stratégique qui permet donc d'associer tout le monde. Je voudrais encore qu'on l'applaudisse, s'il vous plaît. Bien avant ma question, bien avant de poser une question, je voudrais d'abord remercier les organisateurs de cette conférence et également remercier les responsables de la Fondation Moïse Foucault qui ont bien voulu accueillir ce forum d'échange. Et je voudrais, puisque nous avons été invités officiellement par l'association pour apporter notre contribution, je voudrais porter à la connaissance de nos conférenciers que le Conseil économique, social, environnemental et culturel sont bien dans le débat, s'honorent d'être invités. Mais portez à votre connaissance que déjà en 2018, le Conseil économique, social, environnemental et culturel de Côte d'Ivoire, avec d'autres conseillers, avec d'autres institutions sœurs de l'Afrique, ont participé à une table ronde à Beijing, en Chine, sur les nouvelles routes de la soie. Et les conclusions, du moins le rapport de cette mission existe, et c'était une table ronde, et plusieurs institutions étaient là, notamment l'UCESA, qui est l'Union des conseils économiques et sociaux de l'Afrique, et l'espace francophone. Et ils ont alors tous admis, en tout cas, l'opportunité de s'inscrire dans ce nouveau dynamisme qui est les nouvelles routes de la soie. Et il y a un comité de suivi qui a été mis en place, certainement que ce n'est pas connu de tous, au niveau des conseils économiques sociaux d'Afrique. Et ce comité est un comité paritaire avec les conseils sociaux du Conseil social de la Chine pour suivre un peu les conclusions de cette table ronde. Ceci étant, c'est pour dire que nous n'avons pas attendu l'appel. Nous n'avons pas attendu l'appel pour nous inscrire, pour prendre, pour emprunter ces nouvelles routes de la soie. Nous sommes sur la route de la soie. Bienvenue sur la route de la soie. Maintenant, la question. Alors, ma question, comme je l'ai dit tantôt, s'adresse à M. Sébastien Péry-Mouni. Je n'ai pas perçu, puisque en fait, le thème c'était les nouvelles routes de la soie, et le cas spécifique des opportunités d'Afrique et le cas spécifique de la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas perçu vraiment dans son exposé le cas spécifique de la Côte d'Ivoire. Premièrement. Deuxièmement, est-ce que cette nouvelle route de la soie, compte tenu du coût que vous avez annoncé, qui se chiffre à des milliards, est-ce que ce ne serait pas un nouveau mode d'endettement
nos États africains. Est-ce que cette zone de la ce n'est pas pour encore affirmer l'hégémonie de la Chine sur les États africains, étant donné que les États européens sont encore réticents vis-à-vis de cette initiative, de la ceinture et de la route. Je vous remercie. Je vous remercie. À l'Institut national polytechnique football. J'ai deux questions qui sont destinées à M. Sébastien Périmoni et deux questions au professeur Pierre Fayard. Alors, les deux questions, c'est de savoir. Vous avez dit en fait dans votre présentation que les pays en voie de développement sont privés de la valeur réelle de leur production. En fait, ils viennent en fait à la manipulation de la finance internationale. Donc moi, je veux savoir, dans le programme en fait, de la route de la soie, qu'est-ce qui est fait réellement en fait, dans ce programme pour éviter en fait, cette manipulation des finances internationales? Ma deuxième question, c'est de savoir qu'est-ce qui est fait de façon réelle pour que les étudiants qui sont au niveau de la Côte d'Ivoire puissent en fait s'investir de façon réelle dans cette avancée de la route de la soie. Et quant au professeur Pierre Fayard, il a présenté en fait 3 stratégies avec les jeux locaux, Tichèque et Lawali. Dans Lawali, il a présenté en fait l'image de la route de la soie. Comment je veux savoir, justement, la stratégie au niveau de Lawali, c'est de jouer et de piocher en fait dans le temps adverse. Donc je veux savoir pourquoi est-ce que en fait, cette image est liée en fait, à la construction en fait, de la route de la soie. Merci beaucoup. C'est enrichissant. Je suis mademoiselle Émilie Philomène de l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, département d'histoire. Ma thèse porte sur la coopération Chine-Afrique, le volet infrastructure. Et donc j'ai deux questions. Une question destinée à Monsieur Sébastien et une autre question pour Monsieur Fayard. Pour Monsieur Sébastien, vous avez fait des exposés concernant les projets en Afrique, dans le cadre du projet de l'initiative Ceinture et Route. Ce que j'aimerais savoir, dans ce cadre-là, qui propose des projets? Est-ce que, parce que la Chine, quelqu'un parlait de stratégie, la Chine a une stratégie bien définie pour toutes les régions dans le cadre de ce projet. Alors, je pense que la Chine a déjà, par exemple, dans telle région, voici des projets que nous pouvons réaliser qui peuvent être bénéfiques pour nous. Alors, qui propose des projets? Et si c'est la Chine qui propose des projets ou bien les États africains, est-ce que ces projets sont adaptés vraiment aux besoins de l'Afrique? Parce qu'en prenant le cas du chemin de fer réalisé en Éthiopie, le chemin de fer avec les lignes électriques, est-ce que tous les pays pourront avoir les ressources nécessaires comme l'Éthiopie pour pouvoir supporter vraiment et pour pouvoir faire fonctionner ces genres de projets? Parce qu'à un moment, je pense qu'il y avait eu des troubles en Éthiopie parce que ce chemin de fer-là ne pouvait pas bénéficier nécessairement des énergies qu'il faut pour pouvoir fonctionner normalement. Donc, ce que je voulais savoir, qui propose des projets, est-ce que ces projets sont adaptés aux conditions de l'Afrique? L'Afrique a les ressources nécessaires pour pouvoir faire fonctionner vraiment ces projets? Ça, c'est ma première question. Maintenant, M. Fayard, vous avez parlé comment comprendre la Chine à partir de sa culture. Bon, je ne vais pas aller dans les stratégies, mais j'aimerais savoir, parce qu'on dit que le projet au port, d'abord, c'est une stratégie d'intégration. On doit intégrer différentes régions par la construction de l'infrastructure et lier différentes régions. Dans le domaine de la culture, qu'est-ce qui est pensé au niveau de l'Afrique pour pouvoir réaliser cette intégration-là? Existe-t-il des infrastructures déjà en vue ou bien des projets en vue pour pouvoir réaliser cette intégration culturelle? Je vous remercie. Jérémy, étudiant à l'USTP, Institut Polytechnique Félix Houphouët-Boigny en bâtiment et urbanisme. La première question, je voulais savoir, on parle de nouvelle route de la soie, qui est un projet de la Chine pour la globalisation. Mais est-ce que tous les pays de l'Afrique ont accepté d'adhérer à cette vision? Et puis, je pose cette question parce qu'on sait qu'il y a certaines économies, surtout celles de l'Europe, qui sont dominées par l'appui des États-Unis. Est-ce que les États-Unis n'auront pas une influence sur
sur la vision que ceux-ci vont donner, sur la réponse que ceux-ci vont donner à la Chine. Ensuite, ma deuxième question, elle s'adresse à M. Sébastien Pellemoni. Je voulais savoir sur quoi la Chine se base pour apporter son aide à ces différents pays-là et comment elle compte se faire rembourser. Parce qu'on parle de coopération gagnant-gagnant, c'est-à-dire qu'il y a un remboursement qui doit être effectué. Merci. Voilà. Ma première question, elle est pour monsieur le Premier Michel. Il a parlé d'équité et d'égalité. Raison pour la Côte d'Ivoire entre la Chine et la Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'équité et d'égalité. Voilà. Je voulais savoir, quand il parle de route de la soie, il a fait en référence à le développement, c'est un projet de financement. La Côte d'Ivoire et la Chine en rien sont égales, ni en développement, ni en moyens financiers, ni en rien. Ni en moyens financiers, ni en rien. Donc je voulais savoir quel est le rapport entre la Côte d'Ivoire précisément. Pourquoi ils ont choisi la Côte d'Ivoire? Parce que dans ses propos, il a parlé d'égalité et d'équité. Il n'y a rien d'égalité ni d'équité. Donc je voulais savoir sur quoi il se base. Ma première question. Ma deuxième question, elle est pour M. Sébastien. Voilà, il a parlé de l'économie en tant que création. Maintenant, pour pouvoir créer, il faut d'abord apprendre quelque chose. Nous, on est venu ici, c'est pour apprendre. Vous avez parlé de création, de comment le faire. Voilà, mais vous avez parlé de comment on fait. Pour pouvoir créer, il faut forcément apprendre. Il faut avoir des bases. C'est ces bases-là que je voulais savoir. Mais savoir. Sur les routes de la soie, c'est un petit peu ce que j'essaie de dire en filigrane. C'est-à-dire que les routes de la soie, c'est un projet aujourd'hui qui est beaucoup poussé par la Chine. Mais c'est un projet global. Aujourd'hui, la Russie investit en Afrique, le Japon, l'Arabie Saoudite, la Turquie. Il y a plein de pays qui sont en train d'investir en Afrique. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est plus l'idée du développement continental de l'Afrique qui est important que simplement de se focaliser sur, en soi, l'initiative chinoise qui est quelque part une partie de ce grand projet qu'on appelle le pont terrestre mondial. Donc ça, c'est la première chose. Après, pour répondre directement sur la question de la Côte d'Ivoire, il faut toujours commencer par quelque chose. J'ai présenté le projet Africa Rail, qui est cette fameuse boucle ferroviaire, qui va être le départ de l'industrialisation du pays, comme au Kenya ou en Éthiopie. Le train est un début d'industrialisation en Éthiopie aujourd'hui. Et d'ailleurs, le premier pays à avoir un métro maintenant, ils ont créé un métro, et ils développent des parcs industriels dans l'ensemble du pays qui vont être reliés par des trains également. Donc c'est pas magique, c'est un projet à long terme. Donc, je pense que la boucle ferroviaire dans la région ici est un départ. Mais je pense que ce qui est le plus important, c'est le rôle que pourrait jouer Yamoussoukro, et c'est pour ça que j'ai insisté sur ça au début. C'est-à-dire que c'est pas la Chine qui va venir tout donner, l'argent, les projets, les ceci et les cela. Il va falloir aussi qu'il y ait une volonté ici d'aller dans cette direction de l'industrialisation. Et ça, les élèves de l'école polytechnique sont là pour répondre à ça. J'étais surpris d'ailleurs, on discutait avec le sous-directeur de l'école hier, qui nous disait en fait qu'il pouvait accueillir 12 000 personnes dans cette école, s'il y avait assez de chambres. Malheureusement, il n'y avait pas assez de chambres, donc ils n'accueillaient que 3 000 ou 3 500 élèves, alors qu'il y avait 8 000 candidatures, rien qu'en dernier. Donc il y a un potentiel d'éducation très très fort. Donc je pense que, c'est pour ça que j'ai insisté sur ça, c'est que il ne faut pas attendre de l'extérieur que la Chine débarque et fasse tout. C'est votre projet, c'est votre pays, c'est votre vision qui est là. Alors, deuxième point sur le prix. Il y a souvent un faux débat sur cette question du prix, puisque si on regarde où est orienté l'argent aujourd'hui, vous avez le dernier rapport de la Banque africaine de développement qui vient de sortir. La corruption sur le continent africain, c'est 25% du PIB du continent. C'est officiel. C'est 148 milliards par an. Vous mettez ça sur 10 ans, ça fait 1500 milliards. 1500 milliards, c'est plus que ce qu'a investi la Chine dans les projets des nouvelles routes de la soie sur les 10 dernières années. Donc il y a un problème aussi qui est politique, on pourrait dire, historique, etc. Et les flux financiers qui partent de l'Afrique, c'est 60 à 70 milliards par an en plus. Donc on est sur une fourchette de 2000 à 2500 milliards qui ont été perdus pour le continent africain
ces 10 dernières années si on se restreint aux 10 dernières années. Donc le problème n'est pas forcément la monnaie ou la quantité d'argent en tant que tel, et le contexte politique dans lequel on évolue. Vous savez, on a le même problème en France. On perd 100 milliards d'euros par an dû à l'évasion fiscale, et on n'a pas 300 millions pour bâtir des hôpitaux. Donc bon, le décalage est différent, mais le problème est le même. Donc sur les réticences de l'Europe, ça évolue, parce que justement l'Europe, et je pense que M. Fayard l'a très bien montré, a une conception géopolitique, justement, une conception des rapports de force. On a été hégémonique, on peut le dire, pendant des siècles, et on a ce qu'on appelle aujourd'hui le piège de Thucydide. C'est-à-dire le piège de Thucydide, c'est quand un empire, disons une civilisation est sur la descente, et une autre est sur la montée. Il suffit de comparer ce que font les États-Unis aujourd'hui avec la Chine. La Chine, elle a sorti 700 millions de personnes de l'extrême pauvreté en 15 ans. Il y a exactement 700 millions de personnes dans l'extrême pauvreté ici en Afrique. C'est votre défi. C'est possible. C'est un modèle. La Chine, elle a fait la première télécommunication quantique du monde. La Chine, elle vient de poser un robot sur la face cachée de la Lune. Et elle est en train d'investir justement dans ces universités comme la vôtre pour former des milliers d'ingénieurs dans la fusion thermonucléaire contrôlée, qui est l'énergie encore mieux que la fission, puisque c'est une énergie propre et encore plus puissante. C'est la fusion de 2 atomes. La Chine vient de réaliser même le premier EPR qu'elle a acheté à la France. En France, il n'est pas terminé, il n'est pas opérationnel. En Chine, il est déjà. Bon, j'ai honte de le dire, mais je le dis quand même. Donc, vous voyez, ça c'est sur les réticences de l'Europe. L'Europe, aujourd'hui, et j'en suis le premier attristé, a un train de retard dans beaucoup de domaines. Avec tout ce que vient de faire la Chine, elle nous montre qu'elle a un coup d'avance.